Alors, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez et que vous me voyez. Oui, Ouais. parfaitement. Donc moi, je suis Madame Fessel, je suis vice-procureure au parquet de Nantes, au pôle famille du parquet. Donc c'est le pôle, puisqu'au parquet de Nantes, on est 28 magistrats, 28 procureurs, donc qui sont en charge des enquêtes pénales, notamment en matière de violence conjugale. On est 28 répartis en plusieurs services pour avoir une sorte de spécialité. Et notamment, on est 6 à être spécialisés dans les violences intrafamiliales et donc à appartenir au pôle famille du parquet. Le pôle famille du parquet, c'est le pôle qui gère les mineurs auteurs d'infractions, mineurs en danger et violences intrafamiliales. Le procureur, il intervient tout au long de la chaîne pénale, donc il est tout d'abord le directeur de l'enquête pénale, c'est-à-dire que c'est lui qui reçoit les plaintes, qui reçoit les dénonciations d'infractions par plein de moyens différents, que ce soit par un courrier, parce que les gens peuvent m'écrire un courrier pour déposer plainte, que je reçois donc dans mon bureau, ou en déposant plainte directement au commissariat ou à la gendarmerie, ou encore quand il y a une infraction qui est constatée en fait sans qu'il y ait forcément de plainte, hein, quelqu'un qui va mettre une claque à quelqu'un dans la rue, il va y avoir un témoin, la police qui intervient et donc une enquête peut commencer comme ça. Et on va aussi avoir, surtout en matière de violence intrafamiliale, énormément de signalements, donc des infractions qui nous sont dénoncées par le biais de tiers qui nous signalent les faits, typiquement les associations, mais aussi l'éducation nationale et les soignants que vous êtes. Une fois que le procureur il a connaissance du fait qu'il y a une infraction qui a été commise, il dirige l'enquête, donc il dirige l'action des policiers et des gendarmes. Il contrôle la régularité de ce qui se passe d'un point de vue procédural. Il autorise certains actes et puis il décide in fine, quand l'enquête lui paraît terminée, de ce qu'il fait du dossier. Donc, est-ce qu'il classe sans suite? Moi, je peux classer sans suite les procédures. Pas parce que ça s'est pas passé, mais parfois parce que ça s'est pas vraiment passé, mais la plupart du temps surtout parce que on va avoir pas d'auteur connu. C'est peu le cas en matière de violence intrafamiliale, mais ça peut être le cas pour un cambriolage, par exemple. On n'a pas identifié l'auteur, donc on classe sans suite. Mais ça peut être aussi, et c'est plutôt ça, ce à quoi on va être confronté parfois dans les violences intrafamiliales, faute d'éléments suffisants pour être sûr que l'infraction, pour démontrer que l'infraction, elle a bien eu lieu. Ce qui veut dire encore une fois, ce qui ne veut pas dire que ça ne s'est pas produit, mais si une personne dénonce des violences, que j'ai pas de témoin, pas de certificat médical, aucune trace constatée, pas de photo des blessures, et que l'auteur présumé de l'infraction dit que ça s'est pas produit, eh bien, je vais être un peu courte pour pouvoir poursuivre quelqu'un et établir que ce qui est dénoncé est réel. Ce sera pas suffisant, juste la parole de la victime pour le faire condamner. Donc ça, c'est pour l'hypothèse du classement. Et l'hypothèse où on poursuit, eh bien, ça va être le procureur va décider comment il poursuit. Est-ce que les faits ont déjà eu lieu? Est-ce que c'est la première fois qu'il y a des violences? Est-ce que c'est des violences très plus ou moins graves? En fonction de ça, on va décider soit de faire un rappel à la loi, par exemple, devant un délégué du procureur, soit parce que les faits sont extrêmement graves, de déférer la personne. Et déférer, ça veut dire se le faire présenter tout de suite après la garde à vue. Il ne ressort pas libre du commissariat ou de la gendarmerie. Il est transporté tout de suite au tribunal. Et moi ou mes collègues, on le reçoit dans un bureau et on lui explique ce qu'on lui reproche et pourquoi est-ce qu'on pense qu'il est trop dangereux pour ressortir libre sans aucune obligation du tribunal. Et donc là, il y a deux hypothèses. Soit on lui donne une date de convocation dans un délai maximum de 6 mois et on lui fixe des interdictions et des obligations, classiquement interdiction de contact, interdiction de paraître au domicile. Soit on estime qu'il est vraiment trop dangereux et on le fait juger en comparution immédiate. Il est jugé le jour même et il peut ressortir détenu, c'est-à-dire il va en prison directement une fois qu'il est condamné tout de suite à la prison. À l'audience, le procureur défend son cas, en fait, explique pourquoi est-ce qu'il a poursuivi, pourquoi est-ce qu'il pense que la personne est coupable, et explique au tribunal quelle peine lui paraît adaptée. Et enfin, quand la personne est condamnée, le procureur il intervient encore, puisque c'est lui qui veille à l'exécution de la peine et qui donc va chercher les personnes qui sont en fuite et qui ont une peine de prison à faire, va vérifier que ne viole pas l'interdiction de contact s'il y en a une dans le cadre d'un sursis probatoire, etc. Je vous l'ai dit, du coup, au parquet de Nantes, on a un pôle famille qui est spécialisé dans les violences intrafamiliales et c'est à eux qu'il faut adresser vos signalements, enfin à ce service, à mon service qu'il faut adresser les signalements. L'adresse mail, elle pourra vous être donnée à l'issue de cette intervention pour que vous sachiez en fait
un signalement, vous pouvez le faire de manière tout à fait libre. Il n'y a pas de formalisme. C'est comme un courrier, en fait. Vous pouvez envoyer un mail indiquant ce que vous avez constaté. Ça peut être dans le contenu du mail. Nous, on préfère que ce soit quand même dans un courrier un peu formel pour qu'en plus votre adresse mail n'apparaisse pas en procédure. Si on met le mail tout de suite en procédure, si on s'en sert comme base pour saisir la police ou la gendarmerie, il va y avoir votre adresse mail et ça, c'est quand même mieux qu'elle y soit pas. Donc, le mieux, c'est soit nous envoyer un signalement par courrier postal si c'est pas très urgent, et si c'est plus urgent, nous l'envoyer par mail, donc en mettant en pièce jointe votre signalement. Le signalement, il n'y a pas de formalisme, c'est-à-dire que ce qu'on attend d'un signalement, nous, c'est les coordonnées de la victime, vos coordonnées à vous éventuellement, alors pas forcément le numéro de portable ni rien du tout, mais au moins qu'on sache qui vous êtes, ce que vous avez constaté. Donc on vous demande pas de dire si c'est vrai ou pas, on vous demande pas d'essayer de prouver quelque chose, parce que ça c'est mon office en fait d'essayer d'établir quelque chose. Vous n'avez pas à vous soucier de savoir si ce qu'on vous dit est vrai ou pas, puisqu'il faut partir du principe que ce qu'on vous dit est vrai, et rapporter ce qui vous est dit. Donc en utilisant le style indirect, en disant ma patiente me dit que elle a subi des coups de poing tel jour, elle me montre une photo qui est datée ou qui n'est pas datée, je joins la photo qu'elle m'a donnée à ce signalement. Ce jour, en l'examinant, je constate une ecchymose de type violacée sur le genou, etc. Et vous indiquez ce que vous constatez, mais sans ça n'est pas à vous de vous demander si c'est vrai ou pas. Il ne faut pas s'inquiéter de lancer une procédure, même si les faits sont pas vrais. Ça, c'est pas à vous de vous en inquiéter. Donc, vraiment, sentez-vous libre de faire des signalements, parce que c'est un domaine où les victimes ont souvent beaucoup de mal à parler d'elles-mêmes. Et vous avez ce contact privilégié avec vos patients qui vont vous confier parfois plus de choses qu'ils pourraient le faire en passant la porte d'un commissariat ou d'une brigade de gendarmerie. D'autant plus que, on le sait, dans ce contentieux-là, les victimes, elles ont souvent du mal à faire la démarche d'aller en commissariat ou en gendarmerie. Elles ont l'impression qu'elles vont envoyer la personne qu'elles aiment ou qu'elles ont aimée en prison, elles ont peur qu'il y ait des représailles, et donc elles ont du mal à porter cette responsabilité-là. Et c'est pour ça qu'elles ont du mal à signaler les faits, et que c'est plus facile pour elles de le faire via un tiers qui, lui, signalera, comme vous, comme l'école, comme les associations du type Citadelle, etc. On ne vous demande pas non plus de fixer une ITT nécessairement, parce que ça, c'est un métier. Nous, de toute façon, quand on a un dossier de violence, on va saisir les UMJ pour qu'il y ait une ITT qui soit fixée par le médecin légiste. Et donc, on ne vous demande pas de la fixer vous. On vous demande de dire ce que vous constatez. D'autant plus que de toute façon, l'ITT, il faut s'en inquiéter. C'est un indicateur important pour nous. Mais on n'est pas lié par l'ITT, c'est indicatif. C'est les magistrats qui fixent l'ITT, donc on s'en tient très souvent à ce que nous disent les légistes, puisqu'ils sont spécialement formés pour ça. Mais moi, ça m'arrive de ne pas avoir d'ITT parce que la victime n'a pas voulu aller aux UMJ. Donc, en principe, je devrais avoir 0 jour d'ITT, mais je vais décider que, vu ce qu'elle présente comme lésion, vu ce que me donne le certificat médical de son médecin traitant, vu les photos, je vais avoir au moins une ITT de moins de 8 jours, et donc je vais retenir l'infraction qui est liée à ça. L'ITT, c'est en plus pas le reflet nécessairement de la gravité des violences, c'est le reflet de la gravité d'une blessure, mais la blessure qui peut résulter des violences, elle n'est pas forcément en proportion avec les violences. On peut très bien avoir une ITT de 6 semaines pour quelqu'un qui sait retourner le doigt en tombant dans les escaliers, comme on peut avoir une ITT de 2 jours pour quelqu'un qui a pris un coup de couteau parce qu'il n'y a qu'une estafilade, alors qu'on voit bien que c'est pas du tout pareil de bousculer quelqu'un qui va tomber dans les escaliers que de lui mettre un coup de couteau. En termes de gravité des violences, c'est pas pareil, et pourtant l'ITT, elle n'est pas en cohérence avec ça, puisque l'ITT, c'est pas le témoin de la gravité des violences. Les violences, vous le savez sans doute, mais je vais quand même faire un petit point dessus. Elles sont multiples, protéiformes. Elles peuvent être physiques, c'est celles auxquelles on pense le plus facilement, le plus souvent. Ce sont les coups, les étranglements, les tirages de cheveux, mais elles peuvent être aussi psychologiques. Elles peuvent résulter d'un contrôle, du fait d'une omniprésence de la personne qui surveille tout ce qui se passe, tout ce qui est fait, qui prend le téléphone portable, qui prend les moyens de paiement. Ça, c'est plutôt des violences économiques. Mais donc, les violences, elles peuvent être psychologiques et donc ne pas avoir d'effet physique à première vue.
sur la victime. Elles peuvent être verbales, c'est les dénigrements, les insultes quotidiennes, le fait de dire à quelqu'un qu'il est nul au quotidien. Elles peuvent être sexuelles, ça aussi on y pense facilement en matière de violence. Et les violences, elles sont aussi aggravées quand elles sont commises en présence de mineurs. C'est la loi qui a changé il y a quelques années là-dessus. Maintenant, on considère que c'est une circonstance aggravante des violences conjugales que de les commettre devant des enfants. Et ça nous permet aussi de retenir les enfants en qualité de co-victimes, pas juste comme témoins, mais co-victimes, puisque être témoin de violences entre ses parents, c'est évidemment être victime soi-même de violences, parce que c'est extrêmement impressionnant, extrêmement traumatique. Et donc, on considère les mineurs témoins de victimes de violences comme co-victimes. Vous pouvez aussi être amené dans vos signalements ou dans l'exercice de votre métier à constater que vous avez face à vous quelqu'un qui dénonce des faits de harcèlement. C'est beaucoup le cas en violence conjugale. C'est typiquement le cas de quelqu'un une femme plus classiquement, qui s'est séparée de son compagnon. Le compagnon n'accepte pas du tout la rupture et va l'attendre à la sortie du travail, lui écrire des 150 SMS par jour, créer des faux comptes Facebook, Snapchat, etc. pour réussir à la contacter même quand elle le bloque, passer par des tiers, aller à l'école pour faire passer des messages via l'enfant, etc. Ça, c'est aussi des choses qu'on peut vous rapporter. Et ça aussi, ça mérite un signalement parce que ça peut conduire à des conséquences très graves pour la santé physique et mentale d'une personne, de la victime. Et là, dans ces cas-là, ce qui nous intéresse particulièrement, ce qui est très utile d'avoir de votre part, vous qui suivez une personne, par exemple les kinés qui les voient toutes les semaines, qui voient la personne toutes les semaines, c'est indiquer ce que vous constatez, à savoir, parce que c'est un élément vraiment important pour qualifier notre infraction de harcèlement, la dégradation des conditions de vie. Donc c'est nous dire, madame, elle nous dit qu'elle dort plus, depuis que je la vois en 2 mois, elle a perdu 10 kilos, elle perd ses cheveux, elle a l'air épuisée, elle pleure beaucoup. Et tout ça, c'est des choses qui vont nous montrer que il y a des conséquences à ce harcèlement. Et pour pouvoir nous condamner quelqu'un pour du harcèlement, il faut qu'il y ait une conséquence. Et cette conséquence, on l'appelle la dégradation des conditions de vie. Et donc, c'est tout ce que vous pouvez constater comme effet néfaste de ce harcèlement. Les signalements, je vous l'ai dit, vous pouvez les faire par mail plutôt que par courrier. Quand vous faites un signalement concernant un mineur, je fais une petite parenthèse, même si c'est plutôt sur les violences conjugales que j'interviens, vous pouvez toujours prendre attache avec l'UAPED parce que ils pourront vous aider dans la rédaction d'un signalement, ils pourront vous rassurer dans le fait que c'est pas excessif de faire un signalement, parce que je pense que vous devez, vous, de votre point de vue, souvent vous demander aussi est-ce que ça mérite un signalement ou pas? Est-ce que je vais encombrer la boîte mail du procureur ou pas? Donc l'UAPED, ils peuvent vous aider là-dessus. Quand vous faites un signalement pour les mineurs, il faut toujours mettre la CRIP en copie. Peut-être un petit point sur la différence entre information préoccupante et signalement. L'information préoccupante, ça va être plutôt souvent l'école qui va nous faire une information préoccupante en nous disant voilà, on a un enfant qui est négligé, qui vient nous voir, il a des poux qui sont pas traités depuis des mois, il a jamais son goûter, les parents oublient de venir le chercher, il n'est pas bien habillé, il a des habits beaucoup trop petits, beaucoup trop grands pour lui, des choses qui se répètent comme ça. Ça va mériter une information préoccupante. Donc, sa santé n'est pas immédiatement en danger, mais il y a quand même des éléments qui sont inquiétants. Et par contre, un signalement, là, ça va être dès lors que vous avez une vraie inquiétude pour l'enfant d'un point de vue infraction pénale, c'est l'enfant qui va présenter des bleus, des lésions qui ne sont pas expliquées par les parents, qui ne sont pas compatibles avec les explications des parents. Là, hier, par exemple, j'ai eu un signalement pour un petit garçon de 23 mois qui a des énormes traces sur les mollets. Ça ressemble très fort à un petit garçon qui est attaché. On voit les traces très caractéristiques d'un lien. Les parents disent que c'est des chaussettes très serrées, mais il y a une vraie trace de brûlure, donc ça correspond pas du tout. Et donc moi, je reçois ce signalement-là. Ce que j'en fais, c'est que je prends une ordonnance de placement provisoire parce que j'estime qu'il y a un trop gros danger à laisser cet enfant retourner dans sa famille, d'autant qu'il y avait déjà un contexte d'enfant aîné, placé, etc. Et donc ça mérite un signalement. Mérite aussi un signalement, et ça vous pouvez les rencontrer aussi dans votre patientèle, les mineurs
ES, enfin ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être des garçons aussi, mais on voit plus souvent des jeunes filles, en situation de prostitution, qui sont victimes d'un réseau d'exploitation sexuelle, même si elles ne le disent pas, pas forcément intégrées à un réseau d'ailleurs, mais des jeunes filles qui sont assez classiquement 14-15 ans, en fugue quotidienne, sur lesquelles on a du mal à mettre la main, qui se prostituent, enfin se prostituent, sont prostituées, et qu'on a beaucoup de mal à sortir de ce mécanisme-là, parce qu'elles se rendent pas du tout compte de ce qu'elles subissent, et parce que ça leur procure une espèce de sentiment, à tort, mais dans leur esprit d'adolescente, de liberté, parce que ça leur fait gagner beaucoup d'argent. Et ça, c'est aussi une situation qui nécessite un signalement, parce qu'on essaye de les traiter tant bien que mal avec les effectifs peu nombreux qu'on a au commissariat qui sont dédiés à ces affaires-là. Vous avez un dispositif très intéressant qui existe, c'est une association qui s'appelle ALBA, qui peut prendre en charge ces mineurs, qui sait comment leur parler, comment les aider. Et donc, il ne faut pas hésiter à les orienter vers ALBA ou contacter même ALBA vous-même. Sur les orientations que vous pouvez prendre aussi, vous pouvez aussi orienter les victimes majeures vers des associations. Vous avez à Nantes Citadelle, qui est exceptionnelle, qui permet une mise à l'abri immédiate. Ça dépend de Nantes Métropole. Vous avez Solidarité Femmes Loire-Atlantique, qui est une association très militante aussi en matière de violences faites aux femmes. Vous pouvez les orienter vers France Victimes. Si c'est une situation plutôt familiale compliquée sans nécessairement qu'il y ait une infraction, vous pouvez les orienter vers le CIDFF. Il y a vraiment énormément d'associations vers lesquelles vous pouvez orienter les victimes qui n'oseraient pas déposer plainte au commissariat ou à la gendarmerie parce qu'elles n'arrivent pas à passer le cap de cette démarche-là. Un petit point sur l'autorisation de révéler, puisque en principe, vous êtes soumis au secret professionnel et parfois au secret médical. C'est le code pénal qui prévoit ce secret professionnel, l'article 226-13, mais l'article 226-14 du code pénal prévoit une atténuation à ce secret dans plusieurs hypothèses. Et donc, il prévoit que l'auteur du signalement ne peut pas engager sa responsabilité civile, pénale ou disciplinaire dans un certain nombre d'hypothèses. Donc, vous connaissez évidemment l'hypothèse du mineur qui n'est pas en état de se protéger. Mais en matière de violence conjugale, vous le pouvez aussi quand la personne est majeure. Vous le pouvez toujours avec son consentement, évidemment. Si elle est d'accord pour que vous fassiez un signalement, vous pouvez toujours nous faire ce signalement en précisant qu'elle était d'accord. Dans l'hypothèse où la personne n'est pas en état de se protéger, qu'elle est en situation de vulnérabilité en raison de son âge, donc c'est pour les mineurs ou les personnes très âgées par exemple, ou en incapacité physique ou psychique, ça va être la personne qui est grabataire, qui ne peut pas parler. Et là, vous pouvez signaler sans son accord aussi, même s'il n'y a pas de danger immédiat, si vous estimez qu'il y a possiblement des violences. Et dans le cas d'une victime majeure qui est en état de se protéger, donc qui est une personne qui n'est pas spécialement vulnérable parce qu'elle est malade, parce qu'elle est trop jeune, trop vieille, quand c'est une suspicion de violence conjugale et qu'il y a il vous semble qu'il y a une impossibilité de se protéger en raison d'un phénomène d'emprise, et qu'en plus de ça, il y a un danger immédiat pour sa vie que vous appréciez vous en conscience, et ça c'est ce que la loi dit, alors vous pouvez signaler l'infraction, les violences, même si elle n'en est pas d'accord, même si elle n'y consent pas. Donc les critères de la loi, c'est violence conjugale suspectée, danger immédiat pour la vie apprécié en conscience et impossibilité de se protéger en raison d'un phénomène d'emprise. La loi, elle est, à mon sens, délibérément généraliste, avec ce mot en conscience, parce qu'en fait, en conscience, ça veut tout et rien dire, et que ça vous laisse, vous, apprécier, selon votre propre conscience, s'il y a un danger immédiat ou pas. Et donc, ça rend vos signalements plus ou moins intouchables, et votre responsabilité relativement intouchable, parce que personne ne viendra, ça va être difficile de venir contester ce que vous avez pensé en conscience. Évidemment, ce n'est pas l'hypothèse d'une femme qui vous dit qu'elle a reçu une claque s'il n'y a pas d'autres éléments par ailleurs, mais ça va être l'hypothèse de madame qui dit qu'elle s'est fait menacer avec un fusil et que donc monsieur a des armes au domicile. Ça, c'est une hypothèse de danger immédiat parce que si vous laissez repartir madame, vous ne savez pas si le soir, monsieur ne va pas sortir son fusil et lui tirer dessus. Donc ça peut être un cas de danger immédiat.
Quoi d'autre? Donc c'est effectivement très protecteur. Sur le fait de signaler sans le consentement de la victime, je sais que c'est très compliqué pour les soignants. D'une part parce qu'il y a une crainte de représailles, et ça, je le comprends très bien. C'est quand même très rare, d'ailleurs je ne l'ai jamais vu de mon expérience, que les auteurs d'infractions de violence s'en prennent au soignant qui a signalé les faits. Euh, Après le signalement, ils vont plus classiquement s'en prendre à la victime qui a parlé. Mais vous pouvez aussi avoir peur de ces représailles-là pour la victime. Il faut le signaler, il faut le mettre dans votre signalement. Je crains que si monsieur est informé de ce signalement, il s'en prenne, il vienne à mon cabinet, il casse tout, il s'en prenne à madame, etc. Ça nous donne une indication d'urgence et ça va nous faire agir plus vite, faire interpeller l'auteur éventuellement tout de suite. Et surtout, s'il y a des armes au domicile, ça, il faut nous le signaler tout de suite. Que ce soit vrai ou pas. Encore une fois, c'est pas à vous de le vérifier. Si madame dit qu'il y a des armes au domicile, ça, il faut vraiment nous le signaler tout de suite. Je sais que l'autre crainte que vous avez quand vous faites un signalement, c'est de perdre la confiance de votre patiente ou patient. Parce que c'est souvent des situations où les femmes, elles sont assez isolées et elles, finalement, le lien qu'elles ont avec vous, elles n'en ont pas tellement d'autres avec d'autres personnes. Il vaut mieux perdre la confiance de votre patiente plutôt que de laisser faire un féminicide, évidemment. Et donc, je pense que ça mérite de risquer de perdre ce lien de confiance avec la patiente pour éviter qu'il ne se passe quelque chose à l'égard de la victime. Évidemment, s'il devait y avoir le moindre incident, vous appelez le 17 pour la moindre crainte pour qu'il y ait une intervention, notamment quand il y a éventuellement l'auteur qui est là dans votre salle d'attente en train d'attendre madame. Ça, vous pouvez tout à fait appeler le 17 et voilà. Que se passe-t-il une fois qu'on reçoit ce signalement, votre signalement, pour que vous puissiez expliquer un peu à vos patients? Nous, ce qu'on va faire, c'est que, alors, on lit la boîte mail tous les jours. Le week-end, elle n'est pas relevée. Donc, il vaut mieux appeler la police dans ces cas-là ou la gendarmerie. Mais on lit les signalements tous les jours et on va saisir un service d'enquête avec un degré plus ou moins d'urgence. Vous vous doutez bien que la police et la gendarmerie, ils sont complètement débordés et en effectif très insuffisant pour gérer toutes les situations en temps qui serait raisonnable. Mais du coup, on priorise en fonction des signalements, de est-ce que monsieur a déjà des antécédents de violence, etc. Ce sont des enquêteurs spécialisés dans les violences conjugales qui vont la plupart du temps prendre les auditions de victimes, donc convoquer la victime, l'appeler, essayer de le faire un peu discrètement, la faire venir à un moment où ça l'arrange, où parce que parfois elles n'osent pas sortir de chez elles, elles ont peur de dire où elles vont. Donc, c'est des enquêteurs qui savent ces situations-là et qui savent entendre les victimes, notamment maintenant les plaintes en violence conjugale, elles sont prises avec une grille, une trame, avec des questions qui sont posées systématiquement pour que la victime n'ait pas à dérouler tout ce qu'elle a vécu toute seule, parce que ça, c'est souvent pas facile. Et souvent, dans les situations de violence conjugale chronique, elles banalisent tellement ce qu'elles ont vécu qu'elles vont oublier la moitié. De parler de la moitié, elles vont nous parler d'un événement particulier, mais elles ne vont pas forcément parler de tout. Et donc là, les enquêteurs, ils déroulent leur questionnaire en posant toutes les questions de avez-vous déjà été victime de violences sexuelles dans le passé? Est-ce que vous avez accès à vos moyens de paiement? Est-ce qu'il vous a isolé socialement, etc. D'ailleurs, sur le questionnement systématique, je ne peux que, mais j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous le savez, que ça vous en souciez particulièrement, que vous inviter à vous pratiquer le questionnement systématique des patientes, leur demander systématiquement si elles ont, leur poser la question de but en blanc dans votre questionnaire de questions habituelles, autant qu'on peut demander à quelqu'un s'il dort bien, et ben lui demander s'il a déjà été victime de violences sexuelles, de violences physiques, et voir si la personne vous répond oui ou non. Et ensuite, ça permet de creuser parce que les femmes, elles l'aborderont pas forcément d'elles-mêmes toutes seules. Un petit point enfin sur les moyens de protection qui existent d'un point de vue judiciaire. La garde à vue, déjà, c'est la première mesure de protection. La personne est interpellée tout de suite, elle n'est pas laissée libre, elle reste dans les locaux du commissariat ou de la gendarmerie jusqu'à ce qu'un procureur décide de ce qu'il fait de cette personne. À l'issue de la garde à vue, soit il repart avec une convocation si le procureur, en fonction des éléments qu'il a, qui ne sont pas toujours la vérité, hein, mais s'il estime qu'il n'est pas trop dangereux, on le laisse repartir avec une convocation. Soit on estime qu'il est trop dangereux de le laisser repartir et on a une politique pénale au parquet de Nantes
très agressive en la matière, donc on le fait très souvent, on va déférer la personne comme je vous l'expliquais, il sera présenté devant nous et on lui fera, soit on l'incarcérera, soit on lui fera différentes interdictions de paraître, de contact, etc. On prend en compte la situation aussi l'existence d'enfants dans le couple, au sein du couple, et quelqu'un qui est déféré pour des violences conjugales avec une interdiction de contact avec la victime, il va y avoir systématiquement une suspension des droits de visite et d'hébergement de la part du parent violent à l'égard des enfants. C'est souvent ce qui heurte le plus les personnes que je défère quand je leur explique qu'on ne peut pas être un bon père quand on tape la mère. C'est souvent ça qui est très contesté, mais c'est pourtant la réalité. Il n'y a aucun doute là-dessus, évidemment. Quand on a cassé le nez de la mère devant les enfants, bien sûr qu'on ne peut pas être un bon parent. Et à ça s'ajoute le fait que s'il y a la gestion des enfants avec un droit de visite et d'hébergement dans le temps d'une interdiction de contact, eh bien, évidemment, c'est un prétexte pour prendre contact avec la victime en disant bah oui, mais il faut bien qu'on gère les enfants. Et donc, j'ai pris contact avec elle. Autre moyen, le téléphone grand danger. Vous en avez sans doute entendu parler. C'est un dispositif, un téléphone qui est donné par nos services. On en a 67 au tribunal de Nantes, enfin qui est donné, qui est prêté. Et en fait, la victime, quand elle se sent en danger, si elle a l'auteur en face des violences en face d'elle, elle appuie sur un bouton et ça déclenche tout de suite une intervention, une prise de contact par les forces de l'ordre. Ce téléphone grand danger, c'est moi qui décide à qui je les donne sur la base d'une évaluation de l'association Solidarité Femmes Loire-Atlantique, qui reçoit les victimes, qui fait un suivi avec elles, qui me donne son avis sur la nécessité ou pas d'avoir ce TGD, et qui ensuite les suit, leur propose des ateliers, des groupes de parole, des choses de réflexion sur la conscientisation des violences, parce que c'est souvent un vrai sujet pour les violences conjugales. Autre dispositif, le bracelet anti-rapprochement. Ça, c'est la mesure la plus protectrice qui existe d'un point de vue judiciaire pour les personnes, les condamnés qui sont laissés libres. C'est un bracelet qui vont à la cheville, qui déclenche une alerte immédiate aux forces de l'ordre quand il s'approche d'une trop proche distance de la victime, qui elle aussi est équipée d'un dispositif, d'un téléphone, un peu comme un TGD. Sauf que là, c'est pas la victime qui a appuyé sur le bouton pour appeler les forces de l'ordre. S'il est dans le périmètre, ça déclenche tout de suite une intervention et une alerte. Et donc, il est en violation de son bracelet anti-rapprochement. C'est souvent assez contraignant pour les victimes, le bracelet anti-rapprochement, et notamment parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre d'écueils, parce que certains auteurs violents conjugaux particulièrement pervers vont essayer parfois de quadriller le secteur, c'est-à-dire de faire des tas d'alertes pour voir en gros où habite la victime, parce que s'ils font une alerte là, s'ils font une alerte là, ils finissent par repérer à peu près quel est le périmètre où habite la victime. Enfin, pour les mineurs dont on estime qu'ils sont en grand danger, l'ordonnance de placement provisoire, le placement des enfants. Il y a d'autres dispositifs qui existent, mais je vais abréger maintenant. Sachez aussi que on a à Nantes deux instances particulières que sont le COPIL vif, on l'appelle comme ça, qui se réunit avec toutes les associations, tous les interlocuteurs, l'administration pénitentiaire, tous les juges référents vifs du tribunal et moi, pour examiner certaines situations qui nous semblent prioritaires. Et enfin, deuxième instance, je pense que c'est important de savoir que ça existe, qui est assez unique en France et qui existe à Nantes, qu'on appelle le Comovif. Et là, c'est une instance qui se réunit une fois par mois, avec en particulier l'administration pénitentiaire et France Victimes, où on examine toutes les situations des personnes condamnées pour des violences conjugales, détenues pour ça, et qui vont sortir dans les mois qui viennent pour passer en revue toutes les victimes, savoir si elles ont peur, s'il faut leur donner un téléphone grand danger, si monsieur se montre véhément depuis la détention, etc. Donc, on est quand même assez bien pourvu à Nantes en matière de violence intrafamiliale. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez de signalements de soignants encore, alors que vous êtes sans doute la plupart du temps destinataire des confidences, enfin pas la plupart du temps, parmi les personnes qui reçoivent le plus des confidences sur des violences conjugales. Et donc, c'est pour ça que je fais ces interventions-là. Donc, je ne peux que vous inviter à signaler davantage. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui peuvent être posées. Madame Fessel, c'est Marie Gérard, sage-femme. C'était juste pour vous demander de répondre à la Ah question oui, par laquelle oui. bah, je vous laisse répondre. Ouais. Donc, la question qui m'a été posée, Madame Gérard me l'a envoyée ce matin. Est-ce que un soignant peut être convoqué au commissariat ou à la gendarmerie en fait pour être entendu suite à un signalement? La réponse est oui, évidemment.
Pas toujours, la plupart du temps, non. Parce que la plupart du temps, quand vous nous faites un signalement, si c'est une affaire, alors le mot banal est mal choisi, mais si c'est une affaire comme on en voit souvent, eh ben, votre signalement il sera suffisant et votre certificat médical descriptif il sera suffisant. Mais il y a certaines affaires particulièrement importantes, ou alors les affaires où on a très peu d'éléments en dehors du signalement, où parfois on va faire entendre le soignant qui a dénoncé les faits, parce qu'il va pouvoir nous préciser des choses par rapport à son signalement, nous préciser à quel point la victime a changé en plusieurs mois, à quel point elle dépérit et des choses comme ça. Et donc, il y a des hypothèses où oui, on peut faire entendre le soignant. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas si, voilà, si vous en avez ou on prend la parole si vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup, Madame Fessel, pour cette intervention et ces éclaircissements sur, voilà, sur la suite qui sont donnés à ces signalements. Ben, je vous en prie. S'il y a d'autres questions, vous pouvez de toute façon aussi les faire passer par Madame Gérard, hein, éventuellement. Ouais, super. Voilà. Bon, Merci et ben, beaucoup. je vous À en prie. bientôt. Merci, bon après-midi, au revoir. Alors, je vais prendre la suite. J'espère que vous m'entendez bien, puisqu'il y a cette deuxième partie sur les attestations professionnelles. Donc là, par contre, on va repartir dans quelque chose de très formalisé, hein. On quitte le signalement. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Là, on est vraiment dans un sujet de rédaction d'une attestation professionnelle. Cette présentation, hein, je suis allée chercher des informations qui sont sur le site arrêtonslesviolences.gouv.fr avec tous les modèles d'écrits professionnels là, de nos professions médicales qui ont été faites en fait, hein, tous ces modèles par la MIPROF et puis les ordres de santé. J'ai aussi fait valider ma présentation par Monsieur Clément, qui est le chef de la médecine légale ici à l'unité médico-judiciaire du CHU de Nantes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a quelques postures et règles parce que ça engage notre responsabilité de rédiger une attestation professionnelle. Il va falloir décrire des lésions traumatiques, mais déjà, je peux vous rassurer, c'est moins de 5% des cas de violence conjugale, ces lésions. Par contre, il y aura beaucoup de souffrances psychologiques à décrire. Et vous ne pouvez pas refuser de délivrer une attestation professionnelle dans le cas de violence faite d'un conjoint sur un autre. Diapositive suivante. Alors, vous allez donner certaines informations pendant que vous allez rédiger cette attestation. On n'est pas des enquêteurs, hein, comme a dit Madame Fessel. On crée un climat de confiance et d'écoute. Par contre, il y a toujours ce temps d'écoute et un temps d'examen. On ne peut pas rédiger une attestation sans avoir écouté et examiné la personne qui le demande. Diapositive suivante, ça c'est interdit. Et elle va servir au civil à demander par exemple une ordonnance de protection ou le téléphone grave danger, puisqu'on n'est pas obligé de passer par le pénal pour ça. Et puis pour le pénal, c'est une pièce qui pourra être apportée au dépôt de plainte et lors du rendez-vous à l'unité médico-judiciaire. N'oubliez pas que c'est peut-être la toute première démarche de la victime de vous en parler et donc eh ben, vous pourrez rédiger cette attestation professionnelle. Diapositive suivante. Donc, il faut absolument recevoir la victime seule. C'est ce qu'on fait ici à l'unité médico-judiciaire, même si c'est une victime majeure protégée. Si jamais la présence d'un tiers est indispensable parce que la victime le réclame ou si un représentant légal, voilà, que la victime réclame, il faut préciser le nom, le prénom de la personne présente lors de cet entretien. Ensuite, on remet l'attestation professionnelle en main propre, sauf si vous êtes vraiment réquisitionné pour le faire, c'est quand même assez rare. Vous gardez toujours une copie des photos, une copie du schéma anatomique. En fait, vous gardez une copie de tout ce que vous remettez en main propre à la victime. Diapositive suivante. Alors, les objectifs de cette attestation, c'est d'être un document descriptif. Vous rapportez les dires de la victime, vous décrivez son état clinique et vous décrivez aussi son retentissement physique et psychique. Diapositive suivante.
Faut que la rédaction soit lisible, faut être précis, sans utiliser de termes techniques, sans mettre d'abréviation, sans reformuler, ni interpréter, ni émettre de jugement. Diapositive suivante. Donc, on se prononce pas, hein, comme a dit Madame Fessel, sur cette attestation professionnelle non plus, sur la réalité des faits, la gravité, l'intensité, qui est responsable, est-ce que c'était des violences volontaires ou non. On fait absolument pas ça. Diapositive suivante. Alors voilà, je vous ai pris l'exemple d'une attestation professionnelle pour l'ostéopathe, par exemple, mais en fait, elles sont toutes identiques, hein. Il faut bien enregistrer votre identité. Alors ça, c'est vraiment le formalisme qui va faire que votre attestation, elle va pouvoir être produite devant la justice notamment. Si c'est pas respecté, c'est du pain béni pour la défense qui va dire bah ça c'est pas respecté, c'est pas dans les règles, donc ça n'a aucune valeur devant la justice. Vous comprenez? Donc on atteste la date en toutes lettres, la date de naissance en toutes lettres aussi. Enfin voilà, c'est bien précisé. On n'oublie pas de noter l'âge de la grossesse si c'est le cas. Diapositive suivante. Alors, les faits, les commémoratifs. Ce sont tous les dires spontanés de la victime. Donc, on les met au mode déclaratif, Madame déclare, et entre guillemets, ce qu'elle déclare. Par contre, vous allez voir, je vous ai mis des exemples à suivre, hein. Par contre, on ne désigne pas le tiers responsable nommément, mais on peut écrire un homme décrit comme son conjoint, son ex-conjoint, son concubin, etc. Diapositive suivante. On peut aussi noter depuis le délai, depuis le premier fait. Par exemple, madame, elle révèle des violences depuis la première grossesse en 2015. Ou alors, si c'est un fait unique, le 2 janvier 2026. Ou entre janvier et décembre 2025. On écrit aussi le type de violence et ce qu'elles incluent. Vous allez voir dans l'exemple suivant. Et puis, s'il y a des personnes qui étaient présentes au moment des faits. Diapositive suivante. Donc voilà les exemples. Madame qui déclare être victime de violences par son concubin à leur domicile depuis sa grossesse en 2021, des violences psychologiques et numériques. Les violences psychologiques incluraient des propos dévalorisants et des insultes quotidiennes, un contrôle de ses fréquentations et de ses activités, des menaces de lui faire perdre la garde des enfants et des menaces de mort. Je vais te tuer. Les violences psychologiques ont parfois lieu en présence des 3 plus jeunes enfants. Les violences numériques incluraient une interdiction d'avoir un téléphone portable et un contrôle de ses conversations téléphoniques. Diapositive suivante. Autre exemple, elle évoque des violences verbales avec insultes par un homme décrit comme son ex-conjoint. L'enfant du couple n'aurait pas été présent au moment des faits décrits. Elle rapporte également des menaces, des propos dénigrants. Le 7 février, à 1 heure, madame aurait subi des violences physiques par un homme décrit comme son conjoint à leur domicile. Monsieur aurait été alcoolisé. Il aurait maintenu madame par le bras et le poignet droit, puis l'aurait bousculé contre un plan dur. Des violences physiques à type de gifles, tirage de cheveux, un épisode avec des coups de pied et de poing de manière diffuse. Diapositive suivante. Ensuite, il y a un autre chapitre où on décrit les doléances qu'elle exprime. Donc, c'est toutes les plaintes exprimées par la victime, avec ses mots de préférence, sans les trier et sans les interpréter. Donc, ces plaintes, ça peut être des douleurs, des troubles, des problèmes liés à cette situation de violence. Diapositive suivante. J'ai des troubles du sommeil, j'ai beaucoup de mal à dormir, des insomnies, je fais beaucoup de cauchemars, des troubles alimentaires, je n'arrive plus à manger, j'ai perdu l'appétit, des maux de tête, de l'anxiété, de l'épuisement, des douleurs digestives, pulmonaires ou dorsales, gynécologiques, ou des douleurs derrière la cuisse et qui irradient dans le genou, des troubles de la concentration. Et elle déclare, je suis là sans être là. Diapositive suivante. Après, c'est là que c'est un peu plus compliqué parce que on se dit qu'il faut quand même une certaine expertise pour décrire des lésions ou pas. Bon, sur le plan physique, ce qui est sûr que s'il n'y a pas de lésion, vous notez quand même bien, pas de lésion visible. Et ensuite, il faut préciser pour chaque lésion où elle est, sa forme, sa taille, sa couleur, et éventuellement les reporter sur un schéma anatomique. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est avec l'accord de la victime, quand c'est difficile de décrire des lésions, c'est de prendre des photos.
Ils font son accord et il faut que la victime elle soit reconnaissable sur la photo. Il faut aussi dater la photo. Voilà. Diapositive suivante. Et on va aller sur le site. Je ne sais pas si vous pouvez cliquer, s'il vous plaît, sur le bandeau bleu. Parce que sur ce site, Violence Santé Femmes, le bandeau bleu, est-ce que vous pouvez... voilà. Oui, Ouh. juste le temps qu'on aille Ouais, sur la voilà. page, on a une D'accord. petite question. Oui, Est-ce que le pharmacien d'un professionnel pouvant établir une telle attestation ou est-ce qu'il envoie uniquement un signalement au procureur? on fait les deux. On fait les D'accord. deux parce que, en fait, l'attestation, elle date vraiment les faits et Madame pourra la produire ultérieurement. Moi, je pense qu'il faut faire les deux. Si vous décidez, c'est deux. Dans un cas, c'est très formalisé et pas dans l'autre, mais il faut faire les deux. Madame Fessel, elle recommande de faire les deux. Ok. Donc le Donc là, pharmacien est aussi un professionnel. quand on descend sur cette page, s'il vous plaît, si vous descendez, voilà, vous avez description des lésions tout en bas. Donc vous avez les modèles, les notices, le certificat médical en 10 points, mais ça c'est vraiment pour les médicaux. Et puis là, vous avez des descriptions de lésions. Alors descendez encore un petit peu. En fait, ils expliquent surtout la différence entre ecchymose et hématome. Donc si vous remontez, pardon, un tout petit peu. Là, vous avez la définition de l'ecchymose, qui est le bleu, en fait, c'est ce qu'on appelle le bleu, une infiltration de sang juste sous la peau, d'accord? Alors que l'hématome, il y a une vraie collection sanguine, ça fait une entité anatomique. Donc, en fait, il faut bien savoir la différence entre les deux. Et puis, de toute façon, les deux se voient sur une photo, la différence, hein, d'accord? Après, la couleur, bon, bah, vous êtes capable de dire de quelle couleur c'est. Si vous remontez un peu, par contre, il y a une petite erreur là dans c'est marqué brûlure. À un moment donné, en fait, la brûlure, le problème, c'est que ça dit déjà ce qui l'a provoqué. Et nous, on n'est pas là pour dire ce qui l'a provoqué. Donc, soit c'est une ecchymose, un hématome, soit c'est une plaie, en fait. Et on parle de plaie. Et on essaye enfin, on localise la plaie, on mesure sa largeur, sa longueur, et c'est tout. Et on parle pas de griffure non plus, de choses comme ça, parce que le mode opératoire, il est dedans. Vous voyez, brûlure, griffure, voilà, ça sera retoqué par la défense. Donc, on parle d'ecchymose, d'hématome et de plaie. Voilà. Alors, on va quitter, voilà, si on peut retourner sur... donc moi, je vous recommande euh, le plus possible de faire des photos. Et par contre, une chose pour laquelle je vous mets très en garde, c'est pour les examens lors de violences sexuelles. Le docteur Clément, ici, chef de la médecine légale, il ne vous recommande pas du tout de faire ce genre d'examen, pas du tout, du tout. Il faut absolument orienter la victime quand les violences sexuelles sont récentes, hein, moins de 5 jours, auprès de gynécologues, sages-femmes, des urgences gynéco-obstétriques, hein, c'est le mieux pour faire les prélèvements, etc. Et puis quand les violences sont plus anciennes, de toute façon, il n'est pas du tout contributif l'examen, donc ne vous lancez pas là-dedans. Diapositive suivante. Voilà, alors des exemples hein, d'examens cliniques. L'ecchymose rouge périorbitaire droite avec occlusion partielle de l'œil droit, ça c'est le cocard. Vous voyez, c'est comme ça qu'on le décrit. Donc là, il est rouge. Une discrète hémorragie sous-conjonctivale du cadran nasal de l'œil droit. Vous voyez, c'est quand même un peu faut quand même être très habitué à faire ce genre de description. Donc, si vous avez une photo du visage de madame où on voit son œil rouge là à l'intérieur, bon, voilà. Et puis une ecchymose verte. Alors, une ecchymose verte sur la face postérieure externe du tiers supérieur de l'avant-bras droit. Voilà, c'est par là. Et elle a été mesurée. Bon, c'est quand même un exercice particulier, hein, je le reconnais. Diapositive suivante. Ce qui va être très, très, très important, en fait, c'est son examen clinique émotionnel. Et là, vous avez des items, hein. Les items, c'est les difficultés psychiques, les troubles anxio-dépressifs, les signes psychocomportementaux et sa détresse émotionnelle. Donc voilà, quand vous avez depuis les faits, vous essayez de chercher ces 4 items qui vont regrouper dans les exemples que je vous ai mis un sentiment de honte, de culpabilité. Ça, elle va vous le dire au décours de l'entretien. Son isolement, sa déconnexion émotionnelle, est-ce qu'elle est désorientée ou hyper vigilante, confuse,
agitée? Est-ce qu'elle vous révèle des épisodes d'amnésie? Est-ce qu'elle vous relate son sentiment d'insécurité, la peur de son conjoint? Tout ça, ça doit transparaître dans votre attestation. Diapositive suivante. Voilà, elle dit, depuis les faits, vous pouvez écrire comme ça, depuis les faits, elle rapporte des idées suicidaires récurrentes, sans scénario précis, une fatigue intense presque tous les jours, des symptômes anxieux envahissants, j'ai des crises d'angoisse quotidiennes, une humeur dépressive quotidienne, une diminution marquée de l'intérêt pour toutes les activités quotidiennes, une diminution de l'aptitude à penser et à se concentrer presque tous les jours, des reviviscences des faits, de violence, de l'évitement, un état d'hypervigilance, un sentiment de honte, d'isolement social, de repli sur soi. Et vous pouvez aussi ajouter, elle a bien dit, hein, Madame Fessel, que pendant l'entretien, par exemple, elle pleure beaucoup, beaucoup. Enfin voilà, ils mettent ça ici, hein, à l'unité médico-judiciaire, l'état de la victime pendant la consultation. Diapositive suivante. Et puis depuis les faits, qu'est-ce qu'elle dit, madame? Bah, c'est dur, je dors pas beaucoup. Vous pouvez l'écrire comme ça dans votre attestation, hein. Madame rapporte. Elle déclare avoir peur. Elle se plaint de ne pas avoir les idées nettes. Tout ça, je les ai pris dans les attestations des médecins, hein, ici, à l'unité médico-judiciaire. Elle évoque qu'elle est angoissée. Elle se pose des questions sur la suite. Vous voyez? Tout ça, vous pouvez le noter. Diapositive suivante. S'il y avait un interprète, il faut absolument son nom, son prénom et puis son adresse, enfin en tout cas l'adresse de son employeur, hein, si vous passez par une société. Faut bien la remettre en main propre et vous la datez du jour de la rédaction. J'ai peut-être vu la victime hier, dans mon emploi du temps, ça n'a pas été possible. J'ai rédigé l'attestation aujourd'hui, je mets le jour d'aujourd'hui. Et si je fais ça de manière sur l'ordinateur, je vais quand même faire une signature manuscrite absolument. Diapositive suivante. En même temps que vous délivrez l'attestation, vous réaffirmez clairement que les violences sont interdites et punies par la loi, que les actes révèlent de la seule responsabilité de l'auteur. Il faut ici lui conseiller d'engager des démarches, hein, de contacter le 3919 par exemple, hein, jour et nuit, le week-end inclus, et puis l'orienter, hein, comme vous l'a redit Madame Fessel. Diapositive suivante. S'il y a un fait nouveau, par exemple, des nouvelles insultes dénigrantes, Madame, Monsieur ne s'était jamais attaqué encore à sa qualité de mère, par exemple. Si Madame arrive et voilà est vraiment en détresse psychique majeure depuis que il y a des nouvelles insultes, eh ben vous pouvez faire une nouvelle attestation. S'il y a des menaces qui apparaissent, s'il y a une nouvelle violence aussi qui apparaît, et puis s'il y a un changement dans les répercussions, alors évidemment de manière qui s'empire quoi, hein, même à distance des faits, on peut faire une nouvelle attestation. Diapositive suivante. Ah bah c'est fini. Merci beaucoup. J'ai vu une petite question passer, mais il me semble que vous y avez répondu. Voilà, Oui, n'importe quel professionnel de santé peut rédiger une attestation. Madame Fessel, elle a parlé de l'ITT là, euh, on dit tellement de comme ça là. C'est l'incapacité totale de travail là. C'est quelque chose de qui est réservé en fait. Aux médecins qui travaillent ici, notamment. Alors, il y a des médecins traitants, hein, généralistes, par contre, qui savent très très bien euh, déterminer l'ITT, mais nous, c'est pas du tout ce qui nous est demandé. Donc, on ne s'en occupe pas. On reste dans le formalisme de la description de ce que nous a confié la victime. Je vous écoute si vous avez des questions. oui. Je suis désolée, c'est rapide, hein. Oui. Est-ce qu'il existe des liens pour avoir des modèles d'attestation pour que les professionnels Non, puissent... il en existe pas, mais je vais Ouais. en faire. Enfin, si, des modèles, en fait, des trames vierges, c'est ça la question? Des Oui, trames vierges, oui. Sur la première diapositive que je vous ai montrée, là, le site arrêtonslesviolences.gouv.fr, toutes les trames ok. vierges Super. sont disponibles. Ouais. Hum, Très bien. ouais. Par contre, vous trouverez nulle part, hein, moi j'ai bien cherché, hein, on trouve nulle part vraiment des modèles pour se dire, ben, je vais recopier cette formulation ou des choses comme ça, hein. Donc, Mm. utiliser les quelques modèles que je vous ai donnés, mais après, comme on retransmet les dires de la victime, bon, bah,
on prend sa formulation et ce qu'elle décrit de son quotidien. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y en a pas, de toute façon, toutes les informations seront sur nos différents sites internet. On va évidemment vous partager le replay une fois qu'il sera disponible. Et puis, Ouais, comme ça, juste une dernière chose que je voulais dire, c'est que la première fois qu'on en fait une, ça prend du temps, mais en fait, c'est vrai qu'après, bon bah c'est comme tout, hein, tous les actes qu'on fait. Existait-il une trame dédiée pour les pharmaciens? Normalement, oui. À revérifier, mais normalement, oui, oui, il y en a pour vous aussi. Non, pas sur le site. Madame Girard, bonjour, Ah, elle pas sur le demandait site? pour Et l'URPS pharmacien. Non, elle n'existe pas sur le site arrêtonslesviolences.gouv. Donc c'est vrai que ça peut porter à confusion. Je comprends les questions là qui sont posées par les pharmaciens d'officine, mais ouais, oui, ils peuvent très bien télécharger le modèle infirmier et le oui, remplir en fait. oui, tout Voilà. à fait. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mais vous avez un ordre des pharmaciens? Ah, tout à fait. Bon, bah alors faut leur demander. Ok, ça marche. Bon, bah du coup, je vais m'en charger. Je Oui. vais me rapprocher de l'ordre. Ouais. Et puis, une dernière chose qu'a dit aussi Madame Fessel, le service de l'unité médico-judiciaire et le poste que j'occupe, on est là pour vous aider dans la production des écrits aussi. Si vous avez des questions, si vous voulez, voilà, on est vraiment le coup de fil à un ami ou le mail pour vous aider, quoi. Faut pas, faut pas hésiter en fait, parce qu'ils sont souvent appelés pour, vous savez, les certificats médicaux là à domicile quand quelqu'un est décédé, ils savent pas s'ils doivent mettre un obstacle, enfin voilà. Donc grosso modo, c'est pour ça qu'appelle. Mais on est là aussi pour les vivants et pour les situations de violence qui nécessitent bah, peut-être un peu d'aide pour une rédaction, quelque chose. Voilà. Il faut pas hésiter. ok, super. Et ben, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis, donc, s'il n'y a pas de questions, nous pouvons conclure ici ce webinaire. Merci à tous. À Merci. bientôt.